J'ouvre le second débat de ce Sens Public volontairement décalé de l'actualité du jour consacré aux ultra-riches. Je vous demandais de rester en place, ils nous fascinent, on adore les détester, ils sont au cœur des enjeux fiscaux et budgétaires. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils de plus en plus riches? Peut-on les taxer plus sans les faire fuir? Avant d'en débattre, on vous montre comment depuis l'instauration de l'impôt sur les grandes fortunes, c'était le nom en 1981, certaines familles tentent de contourner l'impôt. Audrey Vuettaz. Chaque année, Emmanuel Macron est en opération séduction. Son but, convaincre les grands patrons d'investir dans l'Hexagone lors du sommet Choose France. Les grandes fortunes françaises ont toute l'attention du président. Il est là pour les écouter et du coup, c'est un bon vecteur à la fois dans un sens et dans l'autre pour échanger et bien sûr faire des petites pressions. Pour essayer aussi de faire changer d'avis le politique quand il s'agit de taxer les plus hauts revenus, une technique presque aussi vieille que la Ve République. 1981, François Mitterrand et la gauche accèdent au pouvoir. Dans ses cartons, un impôt sur les grandes fortunes. L'homme d'affaires André Bettencourt, son ami de longue date, organise un déjeuner pour le faire changer d'avis. Il fustige un impôt catastrophique d'après lui. Le président promet de faire passer le message à ses ministres. L'impôt verra finalement le jour dans une version réduite. 5 ans plus tard, Yvon Gattaz, le patron des patrons, repart au combat. Il rencontrait très régulièrement à la fois le gouvernement, le président de la République, pour vraiment plaider pour la suppression de l'impôt sur la grande fortune. Et son grand argument, c'était de dire, si vous supprimez cet impôt sur les grandes fortunes, nous, de notre côté, on s'engage à créer 400 000 emplois. Bien sûr, on a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes, mais on ne sait pas du tout ce qui est arrivé des 400 000 emplois qui avaient été promis. Il n'y a eu aucun indicateur qui a permis de savoir si, l'engagement avait été tenu. Visiteur du soir, influence voire chantage potentiel, tous les moyens semblent bons pour influencer les politiques. En 2012, Bernard Arnault, patron du groupe LVMH et homme le plus riche de France, demande la nationalité belge. La polémique enfle. Beaucoup y voient un message pour François Hollande. Le nouveau président avait promis pendant sa campagne de taxer à 75% les revenus supérieurs à 1 million d'euros. La croisade de Bernard Arnault contre la fiscalité française durera jusque récemment. Nous sommes en février 2025. François Bayrou, alors Premier ministre, est invité à une remise de prix organisée par le quotidien Les Échos. À sa table, Bernard Arnault, mais aussi Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, ou encore Maurice Lévy, président du conseil de surveillance du cabinet d'influence Publicis. On ne parle pas du tout de l'œuvre qu'on doit récompenser, on ne parle pas du tout du discours. Tout est centré sur la fiscalité. On s'attendait à parler littérature et en fait on parle fiscalité parce que c'est quelque chose de très important pour eux. Et puis c'est aussi l'occasion magnifique d'approcher quelqu'un qui est aux commandes et qui peut faire bouger les lignes. Et pour faire bouger ces lignes, certains vont même jusqu'à la menace de délocaliser en cas de nouvelles taxes. Qui sont les ultra-riches? Doit-on les ménager ou les taxer? On en débat avec Nathalie Janson. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes économiste, professeur associé d'économie à Neoma Business School, porte-parole du laboratoire d'idées Génération Libre. Leïla Abdelke-Yacoub, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes responsable du plaidoyer justice fiscale et inégalité de l'ONG Oxfam. Boris Mananti, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste, chef du service économie du Nouvel Obs. En une cette semaine, la grande transmission. Alors, on l'avait en magasin, qui profitera du fabuleux héritage des boomers. Il y a ce gâteau de 9 000 milliards que vous avez mis en une. C'est vrai que ça attise un certain nombre de convoitises, notamment du côté des politiques. On en parlera longuement dans ce débat. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico et éditorialiste pour Sens Public, est resté à mes côtés. On vient de voir un retour un peu historique sur l'art de contourner l'impôt. On peut dire ça comme ça, Nathalie Janson. Est-ce que c'est un sport national dans lequel les ultra-riches sont les seuls à jouer en première division? Alors, disons que les ultra-riches, en fait,
à la fois l'information et l'incitation pour le faire. Ils ont l'information, et c'est des personnes qui sont bien insérées dans le tissu économique, donc ils savent, et ils ont également des gens qui travaillent pour eux, donc c'est effectivement très facile de pouvoir utiliser ces connaissances pour travailler, je dirais, au corps le code fiscal, en fait, tout simplement. Donc effectivement, notre code fiscal, étant donné qu'on a fait autant de taux d'impôt qu'on a fait d'exceptions, alors ça ne veut pas dire qu'il se soustrait à l'impôt, parce que là, il faut quand même redresser une vérité. Hein. Ils ne sont pas en train de prendre de l'argent et le mettre pour aller en vacances aux Bahamas nécessairement, mais par contre, ils vont là où on leur permet de déduire. Voilà. Donc en fait, ils orientent, leurs ressources sont orientées. Donc en fait, l'argent n'est pas en train de sortir du circuit, mais il est orienté là où l'État souhaite pour bénéficier de ses crédits d'impôt. Alors, avec la question de l'optimisation fiscale ou de la fraude fiscale, là, il a Abdelkay Yacoub, c'est... L'optimisation fiscale, c'est légal. Est-ce que la frontière, elle est ténue parfois entre l'un et l'autre ? Oui, bien sûr. Dans l'évitement de l'impôt, il y a tout un tas de choses. Il y a des choses qui sont légales, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont entre les deux et qui parfois sont requalifiées comme étant illégales, parce que parfois on peut utiliser un dispositif qui existe tout à fait, qui est légal, etc., mais en le détournant de son objectif de départ pour des raisons purement d'intérêt fiscal et parfois qui, en effet, ne rentrent pas dans ce qui avait été prévu. Donc le truc, c'est qu'on n'a même pas seulement, malheureusement, on n'a même pas seulement autant d'exonération que de taux d'impôt, on a encore plus d'exonération. On a, pour un impôt qui est créé, je ne sais combien d'exonérations, qui parfois au départ peuvent partir de très bonnes intentions, peuvent en effet afficher de vouloir encourager tel et tel investissement, encourager telle et telle chose. Bon, le problème, c'est quand sous ça donne un système où massivement les ultra-riches arrivent à échapper à l'impôt, ça commence à poser un problème pour l'ensemble de la société. Oui, ça pose une question de cohésion sociale et ça sera l'un des thèmes de notre débat. Et c'est pour ça aussi que c'est passionnant. D'ailleurs, si on essaie de définir, Boris Mananti, c'est quoi un ultra-riche ? Est-ce qu'il y a une définition officielle ? Souvent est entendu par ultra-riches les 0,1%, soit qui ont le plus de patrimoine, soit qui ont le plus de revenus. Si on reprend l'exemple de la taxe Zuckman, lui, il a défini un barème à 100 millions d'euros de patrimoine net total. C'est assez variable, mais c'est en gros le très très haut du panier. Oui, effectivement. Est-ce qu'on est obsédé, Nathalie Janson, nous Français, par les ultra-riches ? Un petit peu. Oui. Oui, je dirais qu'on a un petit peu cette... c'est d'autant plus paradoxal que si on prend effectivement au niveau des inégalités, en fait, on a un pays qui est relativement égalitaire en termes de revenus, puisque les chiffres de l'INSEE ont montré qu'en fait, en revenus, lorsqu'on a des revenus qui sont primaires de la distribution est entre 1 et 27, en fait, après redistribution, elle n'est plus que de 1 à 3. Donc en fait, effectivement... Oui, mais il y a un écart qui grandit tellement. Pas dans les revenus. Pas dans les revenus. Qui s'enrichissent, d'ailleurs, ça s'explique, beaucoup plus vite, en et réalité, le niveau de pauvreté qui reste... Oui, mais c'est pas dans les revenus. Dans les revenus, il y a des transferts, et c'est pour ça aussi que, du coup, les chiffres également utilisés par Zuckman, lorsqu'ils veulent montrer qu'il y a des grandes différences qui s'accroissent, en fait, et que finalement, les riches ne payent pas d'impôts, en fait, c'est pas vrai. Si vous prenez, en fait, net de transferts, bien évidemment, les plus riches sont des contributeurs, alors que les populations les moins riches ne sont pas contributrices. C'est-à-dire que net, elles reçoivent plus de transferts qu'elles ne payent d'impôts. Alors Jean-Sébastien va intervenir, mais là d'abord je vois que ça vous fait tiquer, donc je vous redonne la parole. Oui, je voudrais quand même préciser, c'est justement tout le jeu de l'optimisation, c'est que vous pouvez prendre tel ou tel critère et oublier les autres. La réalité aujourd'hui de ce que dit l'INSEE, c'est que les différences de niveau de vie, donc la réalité quotidienne des gens, qui n'est pas juste est-ce qu'on prend en compte le revenu ou telle partie, étant donné que justement les ultra-riches ont tous les moyens pour que leur richesse ne soit pas comptabilisée comme du revenu. Donc oui, si vous les comparez, finalement, ça va. La réalité, c'est que le niveau de vie, là, il y a une énorme différence. Le patrimoine, il y a une énorme différence. Et l'INSEE... Qui s'écarte. Qui s'accroît. Là, l'INSEE dit qu'on est quand même sur un des records dans les 30 dernières années en termes de niveau d'égalité de niveau de vie, alors même qu'en effet, on redistribue. Non, de niveau de vie. De niveau de vie, c'est très explicite. Vous pourrez vérifier parce que je suis sûre. On va détailler dans un instant l'étude de l'INSEE grâce à Stéphane Duguet. Jean-Sébastien, vous voulez intervenir ? Oui, parce que je crois que souvent, on prend les choses à l'envers. En tout cas, ce sont largement des constructions sociales. Une des raisons pour lesquelles les riches ou les ultra-riches se sont peut-être enrichis un peu plus vite que les autres, parce qu'il faut regarder le patrimoine des autres. Il a aussi beaucoup progressé sur les 25 ou sur les 30 dernières années. Il n'y a pas que les uns qui... Mais c'est que dans une période de croissance faible, mécaniquement,
mécaniquement, ce sont les plus dynamiques qui s'enrichissent. Et encore plus dans les périodes d'innovation technologique. On le sait, il y a des gens qui ont calculé que la révolution de l'intelligence artificielle ferait peut-être 100 fois plus de millionnaires que ce que le web a fait à son époque. Donc c'est aussi ça qui joue. Mais je peux vous prendre des tas d'autres exemples en matière de construction sociale. Personne, et Thomas Piketty le premier, ne prend en compte l'immigration dans le calcul des inégalités. Mais quand vous regardez l'histoire des États-Unis, vous pouvez plaquer la courbe de l'immigration à la courbe des différences entre les revenus et vous voyez la même chose pour une raison très simple. Une statistique, vous pouvez la tordre par le haut ou par le bas. C'est-à-dire que si vous avez des afflux massifs de population pauvre, mécaniquement, ça creuse aussi les écarts. Donc il y a beaucoup de choses dans tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité, qu'il n'y a pas de choses à corriger. Mais je dis juste que ce sont des constructions sociales. Mais certainement, le meilleur moyen qu'il n'y ait pas de fraude fiscale ni d'optimisation fiscale, ça serait un système mais hyper simple, une flat tax et un revenu universel en face. On reviendra sur les solutions. Question de Jeanne qui nous écrit de Nantes. Ces gens qui gagnent des millions par an, ce sont surtout des patrons ou est-ce qu'il y a d'autres métiers? Alors, il y a une étude de l'INSEE qui vient d'être publiée qui permet en partie de répondre et c'est Stéphane Duguay qui va nous la détailler tout de suite. Rebonsoir Stéphane, le voilà. Alors déjà, question toute simple, on va beaucoup parler de chiffres, forcément. Combien faut-il gagner pour faire partie de ces plus hauts salaires? On parle d'abord des salaires. Oui, alors il faut gagner 10 219 € net par mois. Thomas, à partir de ce salaire mensuel dans le secteur privé, vous faites partie des 1% des postes les mieux payés. C'est 7 fois et demi le SMIC. Dans le secteur public, les hauts salaires commencent un tout petit peu plus bas puisqu'il faut toucher 7 540 € par mois pour faire partie des 1% des postes les mieux payés. Donc. Alors si on se concentre donc sur ce secteur privé, les 10 200 nets, qui sont ceux qui gagnent ces plus hauts salaires? Alors ce sont des hommes de 50 ans et plus et qui travaillent en Ile-de-France. Voilà ce que nous dit l'INSEE. Si on entre dans le détail pour imager tout ça, parmi les 1% des postes les mieux payés, ça représente 175 000 emplois. Ouais. Eh bien les 3/4 de ces emplois sont occupés par des hommes. Si on se penche sur le type d'emploi occupé, eh bien ce sont des postes qui sont plutôt des emplois de cadre à haute responsabilité ou haute expertise et des fonctions de direction. Et puis alors cette étude de l'INSEE, elle est assez fascinante parce qu'elle permet aussi de zoomer très précisément sur les 100 postes les mieux rémunérés en France. Exactement, là on est vraiment tout en haut de l'échelle. Et bien sur les 100 postes les mieux rémunérés, 36 sont occupés par des joueurs de football qui sont salariés de clubs de Ligue 1, 31 par des salariés qui dirigent leur entreprise, 24 par des cadres avec de hautes responsabilités et 7% donc des cadres de banque et des marchés financiers. Alors il y a une autre partie de l'étude qui est passionnante. Alors là on parle plus de salaire mais des foyers fiscaux à très haut revenu, le foyer fiscal. Oui, on a ici des personnes seules, des personnes en couple avec leurs personnes à charge comme les enfants. L'INSEE se focalise donc sur ces foyers qui font partie des 0,1% les plus riches. Sont concernés tous ceux qui gagnent plus de 463 000 € par an. Ça correspond à 40 700 foyers en France. Là aussi, la plupart de ces foyers habitent en Ile-de-France. Combien ces 40 000 foyers payent d'impôts sur le revenu? Bien, l'INSEE nous le dit, 10,7 milliards d'euros d'impôts sur le revenu en 2022. Ça veut dire que 0,1% des foyers, qui sont donc les plus aisés, paient 13% de l'impôt sur le revenu. La tendance est à l'augmentation depuis 20 ans. Un foyer très aisé paye donc plus d'impôts sur le revenu aujourd'hui qu'il n'en payait en 2003. Mais, parce qu'il y a un mais, la proportion de ce qu'il paie par rapport à ce qu'il gagne, elle diminue. Alors pour être très clair, Thomas, le taux d'imposition de ces foyers très aisés, il était de 29,2% en 2003. Il est tombé en 2022 à 25,7%. Et ça s'explique notamment par l'évolution du calcul de l'impôt sur le revenu. Oui, alors c'est moins 3,5 points, c'est pas mal 3,5%. Dernier enseignement, Stéphane, les revenus de ces foyers les plus aisés ne ressemblent pas à ceux des autres foyers. Alors c'est exact. Imaginons que tous les revenus des foyers les plus aisés ressemblent à un gâteau. L'INSEE montre que la moitié de ce gâteau est composé de capitaux mobiliers. C'est par exemple des assurances-vie ou des actions. Donc la moitié des revenus des plus aisés vient de capitaux mobiliers. Pour les autres foyers, c'est 2%, 47% contre 2%. Même chose pour les salaires et les pensions de retraite. Ils représentent seulement 38% des revenus des plus riches, alors que pour tous les autres foyers, c'est quasiment la source unique de leurs revenus, puisque ça représente 90% de ce qu'ils gagnent. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations, tous ces chiffres. C'était très clair. Alors, déjà, j'aimerais... Est-ce que les riches sont de plus en plus riches? Et si oui, pourquoi, Nathalie Janson? Est-ce qu'il y a une explication logique?
Oui, il y a une explication dans le sens où, en fait, comme on l'a vu, il y a des revenus du patrimoine et cette partie-là, en fait, a beaucoup augmenté avec le développement des marchés financiers. Donc, les marchés financiers n'étaient pas à ces niveaux qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, ils prennent une place prépondérante, quel que soit le pays, puisque avant, ça représentait à peine la moitié du PIB. Aujourd'hui, on est proche de presque 100% en termes de capitalisation. Et c'est la même chose aux États-Unis, c'est bien pire. Et donc, en fait, c'est là où effectivement, il y a un creusement, puisque forcément, lorsque vous avez une épargne qui n'est pas, qui est donc de toute façon plus faible pour les ménages modestes quand ils en ont une, ils n'ont pas du tout la même structure, c'est pas du tout investi dans les mêmes produits. C'est en général du livret A, c'est des produits qui ne sont pas très sophistiqués. Donc forcément, ils ne sont pas dans ces portefeuilles où éventuellement ils pourraient avoir plus de rendement, puisqu'en fait, s'ils avaient des portefeuilles plus diversifiés, ils pourraient aussi bénéficier d'un peu plus de dynamisme de leur épargne, mais ce n'est pas le cas. Et là, c'est plutôt même aujourd'hui un problème de connaissance qu'autre chose, parce qu'en fait, aujourd'hui, il est assez facile en fait d'avoir des portefeuilles. Simplement, c'est pas dans les ménages qui ont des revenus moyens, puisque bon, les foyers à revenus faibles, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'épargne, mais dans ceux qui ont un peu d'épargne, c'est pas du tout un réflexe. Donc il y a un problème aussi d'éducation financière que n'ont pas effectivement. Et d'aversion au risque. Et d'aversion au risque, parce qu'ils ont l'impression que, au moins avec ce placement, il ne va rien leur arriver. Ouais. Boris Malanty, si on regarde les familles les plus riches, alors, on a regardé Arnaud, Hermès, Wertheimer, Bettencourt, Saadé, pour citer que les 5 premières dans le classement. Alors ça datait un peu, parce que ça dépend quoi ? Ça dépend beaucoup du niveau du cours de bourse de leurs actions, c'est ça ? Oui, c'est le classement qu'établit Challenge depuis 1996, et donc c'est le patrimoine notamment professionnel, et ça dépend de la valeur des entreprises. En revanche, quelque chose qui est assez intéressant, c'est de voir que depuis 1996, dans le top 10, il y a 6 familles qui sont toujours les mêmes. Oui. Dans les 10 milliardaires les plus riches de France aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas hérité. Donc il y a une vraie question de comment circule l'argent. On peut se dire... Ce qui est d'ailleurs moins le cas aux États-Unis. Exactement, ce qui est très français. Allez-y. Très français. Voilà, on peut s'interroger sur est-ce qu'ils ont plus gagné, est-ce qu'ils sont assez taxés ou pas, mais il y a un constat d'inégalité et il va falloir l'adresser. Mais ça a aussi à voir avec le dynamisme de l'économie, justement, parce que précisément aux États-unis, les riches d'aujourd'hui ne sont pas... Il y a aussi la question de la perception par la société. Je pense que c'est quand même très important d'en parler. Leïla Abdelkey-Yacoub, je vais reprendre le terme de fracture sociale, mais c'est ce que ça provoque aussi chez nos concitoyens de voir cet écart. Bien sûr, c'est pas anodin. Là, on parle d'inégalités qui explosent. On parle, vous évoquiez les chiffres de Challenge qui datent de 96. Ce qui date aussi de 96, c'est les statistiques de l'INSEE sur le taux de pauvreté. Oui. Cette année, on est au taux de pauvreté le plus élevé depuis cette date-là. Cette même date depuis 96, on est aussi à un moment où Challenge calcule que la fortune, le patrimoine des 500 plus riches a été multiplié depuis cette même date par 14. Donc sur la même période de 30 ans, vous avez une vraiment ultra minorité des plus riches du pays qui voit sa fortune exploser et une majeure partie de la population qui se sent parfois en précarité et une partie des gens qui se sont appauvris. Qui restent au même niveau de pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant de Français pauvres, quoi. Non, ça a augmenté, Non, là on est sur un taux de pauvreté qui a dépassé les 15%, on est à près de 10 millions de pauvres dans notre pays. C'est quelque chose qui devrait être aujourd'hui une priorité, vraiment une question que tout le monde devrait avoir en tête sur comment on fait pour lutter contre ça de manière efficace. Et évidemment, les plus pauvres ne peuvent pas se permettre d'aller placer leur argent ici ou là, et y compris les classes moyennes qui se sentent parfois dans des situations en effet très inquiétantes et précaires. Elles ne peuvent pas se permettre de jouer avec leur argent comme on peut le faire quand on a des milliards dont on ne sait plus quoi faire. Alors, il y a plein de thèmes qui sont passionnants à venir. Forcément, on va parler de fiscalité, on va revenir sur la taxe Zuckman, puisque c'est l'une des raisons pour lesquelles on a voulu s'intéresser à cette thématique des ultra-riches. On va parler d'héritage, parce que c'est aussi au cœur de la problématique, évidemment. Mais alors, je voudrais quand même employer aussi le terme de ruissellement. Est-ce que cet argent des riches, des ultra-riches, il ruisselle dans toute la société? Vous savez que c'est l'un des leitmotifs du président de la République. On l'écoute en 2023, Emmanuel Macron plaidait pour les premiers de cordée sans répéter la formule. Je veux ici vous dire que la passion, le soutien à l'entrepreneuriat et à ce qu'il emmène pour le pays est intacte dans le pays et chez votre serviteur. Pourquoi ? Ça a été parfois caricaturé quand j'utilisais des métaphores de montagne ou autres. Je crois très sincèrement que quand on aide plus volontaires à réussir, en tout cas à faciliter la montée, ils tirent derrière eux beaucoup d'autres.
et qu'on a un écosystème économique qui n'attend qu'une chose, c'est aller encore plus vite et plus fort. Bon, le ruissellement, ça existe ou pas? Boris Mananti, votre avis? Est-ce que ça a été prouvé par une étude? Les différentes études qu'on a économiques tendent à montrer que non. En tout cas, ça, on ne le voit pas forcément. Après, est-ce que certaines entreprises ont tiré les salariés? Certainement. Oui. On peut aller sur des cas particuliers, mais à l'échelle générale du pays, pas forcément, non. Je crois qu'il y a une manière assez simple d'y répondre, c'est si on s'inscrit dans un raisonnement keynésien, à savoir que par la consommation, il va y avoir du ruissellement, la réponse c'est non. Il n'y a aucune étude qui montre que les dépenses des riches suffiraient à tirer les pauvres vers le haut. En revanche, si vous l'adossez à un raisonnement sur l'investissement, là encore sur l'innovation, oui, évidemment que l'investissement et l'innovation permettent à tout un pays de monter, parce qu'il faut bien comprendre... Et c'est les riches qui investissent et qui innovent. Les riches, en tout cas les entreprises, et bien souvent les riches sont les riches en France ne sont pas des gens qui sont propriétaires de 100 000 hectares, ils sont propriétaires de leur outil productif. Votre avis, Nathalie? Oui, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'ils ont des portefeuilles où ils portent du financement, donc si eux ne sont pas là pour porter du financement, eh bien les entreprises ne peuvent pas se développer. Donc forcément, il y a alors je ne sais pas comment ils évaluent le ruissellement, mais il y aurait pas d'entreprise. Les entreprises, elles sont là parce que des gens les financent et parce que de l'endettement se fait sur le marché. Donc il faut bien avoir des personnes en capacité d'acheter cet endettement. Bon. Sinon, il ne se passe rien. Allez, j'avance. Et j'avance avec plein de questions. Alors, il y a des questions qui sont très... Enfin, c'est même pas une question, c'est une réaction. Dominique de Saint-Médard-en-Jalles, la flat tax, l'IFI, tout ça, c'est du pipeau pour faire joli. Et les riches continuent de tout cacher dans des holdings et paradis fiscaux. C'est votre avis. Je ne suis pas sûr que ce soit la réalité, mais bon, peut-être une part de la réalité. Et alors, à l'inverse, Sandrine de Marossan qui nous dit plus tu taxes, plus tu détruis l'attractivité de la France pour les investisseurs. Résultat, moins d'emplois, moins de croissance. Ça vous fait évidemment réagir cette thématique et je suis sûr que le chapitre que j'ouvre tout de suite va vous faire réagir puisqu'on va parler de la taxe Zuckman. Ils ont déboulé les ultra-riches dans le débat politique depuis plusieurs semaines. Impôt plancher de 2% sur le patrimoine des foyers fiscaux possédant plus de 100 millions d'euros. Laïla Abdelkay Yacoub, vous avez dans le plaidoyer d'Oxfam, vous soutenez cette taxe Zuckman. Il y a beaucoup d'autres propositions aussi, on en détaillera quelques-unes, mais pourquoi vous la soutenez cette taxe? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a un constat qui est désormais partagé, y compris par une grande partie de la classe politique et économique, qui est que vous avez une minorité aujourd'hui d'ultra-riches dans notre pays qui ne payent pas leur juste part d'impôt. Désormais, c'est un fait. Face à ce fait, vous avez un économiste, Gabriel Zuckman, qui a conçu une solution qui a été considérée par tout un tas de gens, y compris des économistes libéraux comme Blanchard, comme Pisani-Ferry, comme... on va laisser Leïla. C'est une question de point de vue, en tout cas, ils ne sont pas d'extrême gauche, ça c'est clair. Avancer dans sa démonstration. Vous avez quand même 7 prix Nobel également qui ont soutenu cette mesure face à un constat qui est clair, qui est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à bien taxer ces gens parce qu'on ne taxe pas le patrimoine financier correctement, qu'on ne sait pas taxer les holdings et qu'il y a cette solution claire qui a été proposée qui permet d'éviter le problème majeur qui sont toutes les exonérations, tous les moyens d'éviter dès qu'il y a un trou dans la raquette. Comme vous l'aviez très bien expliqué au départ, les ultra-riches ont tous les moyens, les outils et les conseillers pour s'y intégrer. Donc, pour nous, c'était une des solutions les plus efficaces et qui permet de rapporter autour de 20 milliards d'euros par an à l'État qui en a grandement besoin aujourd'hui. Oui. Nathalie Janson, vous dites quoi? Fausse bonne idée? Oui, alors je tiens à reprendre réitérer ce que je disais, c'est-à-dire que quand je dis qu'en fait, il travaille le code fiscal, à nouveau, il ne soustrait pas l'argent à l'économie. Il l'envoie là où on leur dit de l'envoyer pour avoir des déductions. Dans les holdings, c'est pas très utile. Non, il n'y a pas que des holdings dans la vie. Il y a aussi les forêts, les œuvres d'art, il y a plein de choses. Donc, là, ce qui est massif, c'est ça quand même, c'est assez prouvé. Non, il n'y a pas que ça. Il y a vous avez tous les programmes aussi pour favoriser les économies, les financements dans les DOM, dans les TOM, au niveau du financement des projets d'énergie verte. Il y a plein de programmes. Donc, faut pas non plus. Je veux dire, faut bien savoir qu'ils ne se soustraient pas à l'impôt. C'est pas des liquidités qu'ils vont garder pour eux et où ils vont aller faire je sais pas quoi avec d'ailleurs. Ils ont effectivement des liquidités qui existent et qui sont envoyées dans l'économie, là où en fait l'État souhaite a priori. Donc par ailleurs, ils viennent bien en fait en relais à l'État qui ne pourrait pas le faire. Boris, il y a quand même un problème qui a été mis en avant par l'Institut des politiques publiques, c'est que les plus riches
paye en proportion moins d'impôts que la classe juste en dessous. Et là, ça pose quand même une question d'équité. Il y a une équité face à la progressivité de l'impôt. Cette partie-là, elle est vraiment toute petite quand même. On est en train de parler de ceux qui sont juste avant et juste après. C'est-à-dire que dans les études, il y en a quand même plusieurs d'études qui ont planché sur le sujet. C'est effectivement les 0,01% où le taux, au lieu d'être, je ne sais plus de combien il était, mais au lieu d'être autour de 45%, il était juste en dessous, il redescendait. Il redescend de plus en plus. Alors, donc, de toute façon, je veux dire, on en est à un niveau où c'est un effet, effectivement, de ce qu'on appelle aussi la courbe de l'affaire. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition, puisque cette idée de taxer les riches, un pays l'a fait, la Norvège, et vient de sortir une étude... Alors, n'en dites pas trop, parce que c'est le thème de l'éditorial. Je suis désolé, ça m'arrive de temps en temps d'être obligé d'interrompre comme ça un invité au milieu, parce que sinon, l'éditorial de Jean-Sébastien, il tombe à plat. Jean-Sébastien, allons-y, on va raconter... pardon, mais on va raconter l'histoire de la Norvège. Est-ce qu'elle a tué la poule aux œufs d'or en voulant taxer ses riches? Mais je crois que Nathalie Janson vient d'éventer le scoop. La réponse est un grand oui, retentissant. Et c'est intéressant parce que c'est une étude de l'université de Princeton, une économiste qui s'appelle Christine Blandol, et l'objet n'était pas de lutter contre l'idée d'une taxe sur les riches. L'objet de son étude, c'était de vérifier comment éviter la fuite, et donc par quelles mesures éviter la fuite. Donc c'est d'autant plus intéressant que ça ne s'inscrivait pas dans une volonté de prouver ce résultat-là. Mais qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé, alors à l'époque, quand la Norvège a décidé de mettre cet impôt sur la fortune, ses promoteurs, les équivalents des Gabriel Zucman norvégiens, en quelque sorte, disaient que ça allait rapporter 146 millions de dollars. Le résultat, c'est quoi? C'est que l'exil fiscal des ultra-riches, il a été multiplié par 10, puisque leur taux d'exil était à 0,2%, il est passé à 2%. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, ça représente à peine quelques centaines de personnes, sauf que ça représente 54 milliards de dollars qui ont quitté justement la Norvège, principalement pour aller vers la Suisse. Donc non seulement la Norvège n'a pas gagné ces 146 millions de dollars qu'on lui promettait, mais quand vous regardez la perte nette par l'évaporation des recettes fiscales qui étaient liées au fait que ces Norvégiens restent dans leur pays, ce sont 448 millions de dollars que l'État norvégien a perdu. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça, et à ce point-là? Ça s'est passé comme ça parce que déjà ils ont taxé le patrimoine productif. Un peu la même idée que celle de Gabriel Zucman au départ. Sur le patrimoine productif, c'est quand votre richesse est la propriété de vos entreprises qui vous force à payer une part d'impôt sur quelque chose. C'est pas de l'argent que vous avez, c'est pas un lingot d'or que vous avez sous votre lit, ni du cash que vous avez dans votre portefeuille. La deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas de plafonnement en fonction du revenu. Donc on pouvait arriver à des situations où il y avait des gens qui avaient des fortunes assez importantes, peu de revenus, c'était assez expropriatoire. Et par ailleurs, ça se cumulait à d'autres taxes. On arrivait à des taux de fiscalité à 60 ou à 70%. Donc clairement, quand on est dans un impôt confiscatoire, ça ne marche pas. Bon, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation en France? Est-ce qu'elle prend un chemin similaire, d'après vous? On a écarté la taxe Zucman en l'état, mais on prend quand même la direction d'une forme d'enfer fiscal. Alors, je ne vais pas me lancer dans un inventaire à la Prévert de tout ce qui a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, mais juste sur ces deux exemples, on remonte la flat tax, on sait que c'est dommageable pour les entreprises, alors même que le fait d'avoir baissé avait augmenté les recettes de l'État. On remonte la CSG aussi, CRDS, à 18,6% sur les revenus du patrimoine, alors qu'on sait aussi que la France, de tous les pays de l'OCDE, est celui où la part de valorisation de rémunération du travail est la plus importante relativement au patrimoine. Donc nous ne sommes pas dans un enfer capitaliste, loin de là. Mais moi je crois que le vrai sujet, c'est qu'on peut vouloir taxer le 0,1% autant qu'on veut, dans la mesure où nous vivons dans un monde où il y a une liberté de circulation des capitaux, dans la mesure où nous vivons dans un monde où nous avons signé des traités fiscaux qui permettent la compétition fiscale au sein de l'Union européenne ou ailleurs dans le monde avec les États-Unis ou d'autres. Au mieux, ce que nous arriverons à faire, c'est de taxer plutôt le 1%, c'est-à-dire ceux dont vous parliez. Mais gagner 10 000 euros par mois, c'est évidemment extrêmement confortable pour les pauvres qui existent dans le pays, mais ce ne sont pas les gens qui sont multimilliardaires. Donc la seule réflexion à avoir, c'est est-ce qu'on préfère vivre dans un monde fermé où on perd tous les bénéfices de ce qu'on a eu sur les 30-40 dernières années et plus d'égalité, ou est-ce qu'on se dit qu'il n'y a pas c'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup plus de riches qu'il y a plus de pauvres et que le problème est alors. Évidemment, il y a vraiment deux visions qui s'opposent. Laïla Abdelkey Yacoub, je commence avec vous sur le risque d'exil fiscal, parce que c'est effectivement l'argument, on va dire, principal qui a été opposé à la taxe Zucman. Bon. Moi déjà, comme vision du monde, ça ne me convient pas, je vais être honnête, de maintenir un système injuste au prétexte de quelque chose qu'on suppose qui pourrait arriver et contre lequel on pourrait se prémunir. Enfin, qui est arrivé en Norvège.
Bon, les chiffres en France, bon, vous pouvez concevoir les taxes de tout un tas de façons. Oui. Vous avez des manières de concevoir les choses pour éviter l'exil fiscal. Vous avez aussi des pays qui n'ont pas forcément la même histoire, qui n'ont pas forcément le même attachement à leur pays. Ce que montrent les études en France, c'est notamment la dernière étude du Conseil d'analyse économique sur la question, qui montre qu'une hausse de la fiscalité sur le patrimoine ne provoquerait pas d'exil fiscal massif. C'est ce que montrent plusieurs autres études, notamment sur l'ISF. Tous ces arguments qu'on entend, on les a beaucoup entendus au moment de l'ISF, pour pousser à sa suppression. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que certes, en effet, il y avait une part de perte de personnes qui partaient, qui payaient l'ISF et dont on pourrait imaginer que ce soit lié. Cette part, elle était de 0,2%. On perdait en effet un peu dessus 20 millions d'euros. Ce qu'on a perdu en supprimant l'ISF sur ce prétexte, c'est 160 fois plus par an. Donc on perd beaucoup plus par peur d'un phénomène qui est marginal, qui est largement exagéré, alors que les études montrent que parmi toutes les raisons d'être quelque part dans un pays ou ailleurs, la raison fiscale existe, mais minoritaire. C'est intéressant parce que nos téléspectateurs aussi y prennent parti. Regardez Adam qui nous écrit de Saint-Étienne. Monsieur Ferjou, il s'adresse à Jean-Sébastien. Oui, certains riches sont partis, mais les recettes ont augmenté. Taxer les riches fonctionne très bien. Vous ne serez pas d'accord avec Adam? C'est pas moi, c'est l'université de Princeton. Aude qui nous écrit des angles. Peut-on imaginer un système européen coordonné pour éviter que les ultra-riches partent juste d'un pays à l'autre? Votre avis, Boris Malanti? Pour répondre un tout petit peu, la taxe Zuckman, elle imposait cet impôt plancher de 2%, mais elle s'adossait aussi à une exit tax. Un impôt. C'est-à-dire qu'on pouvait, si on partait pendant 10 ans, par exemple, mais ça devait être débattu, pendant 10 ans, on devait continuer de s'acquitter cet impôt. Donc un impôt de sortie du territoire, exactement. C'est ça. Mais Thomas, vous savez ce qui s'est passé. Ça pose une question quand même. Il y a une valeur à laquelle on est attaché, c'est la liberté de circuler. Oui, donc, mais les États-Unis sont assez attachés à la liberté aussi, et pourtant l'appliquent sans problème. D'accord, l'impôt qui empêche de sortir du territoire. La réalité, ce qui s'est passé depuis qu'on a eu ce débat-là en France, c'est une fuite des capitaux comme on n'a quasiment jamais connu depuis 1981, depuis le mois de septembre. C'est-à-dire que beaucoup de gens, et on ne parle pas des milliardaires, on parle plutôt de classe moyenne supérieure qui ont de l'épargne, sont allés le placer en Suisse, au Luxembourg. Parlez-en à n'importe quel avocat fiscaliste, ils vous diront que c'est ce qui s'est passé là à cause de ce débat sur la taxe Zuckman. Donc c'est encore pire que l'exemple norvégien. On n'a même pas besoin de le voter pour produire les effets calamiteux. Un dernier mot là-dessus, ensuite on parle de l'héritage. Oui, tout à fait. Donc un dernier mot, je vais revenir justement à la différence entre les études précédentes, celles du CAE et celle de Christine Blandol, c'est que justement, elle regarde en micro ce qui se passe. Et ce qu'elle regarde, c'est qu'en fait, les plus élastiques, c'est-à-dire ceux qui vont le plus vite s'en aller, sont en fait ceux qui prennent des risques, ce sont les entrepreneurs. Donc en fait, c'est ça le travail intéressant de cette universitaire, c'est qu'elle va regarder précisément qui en fait est le plus sensible et va s'en aller. Et ceux qui s'en vont, c'est pas ceux qu'on veut qui partent, puisque c'est ceux qui risquent en fait leur argent à travers des entreprises. Allez, comme promis, notre dernier chapitre, on a une bonne dizaine de minutes pour l'aborder, c'est très bien, c'est la question de l'héritage. On va revoir la une du Nouvel Obs, cette somme astronomique, 9 000 milliards d'euros de patrimoine à transmettre dans les 15 prochaines années. Alors on parle de quel patrimoine? C'est plutôt de l'immobilier, ça peut être des actions, c'est un peu tout ça, c'est un petit peu tout, mais c'est évidemment drainé par l'immobilier qui a pris beaucoup de valeur ces dernières années. Et effectivement, la génération du baby-boom qui va être amenée à disparaître va laisser derrière elle un énorme gâteau. La grande question, c'est comment il va se répartir ce gâteau. Les enfants du baby-boom ont fait moins d'enfants que les générations précédentes. Le patrimoine étant de plus en plus concentré. Aujourd'hui, le patrimoine hérité représente 60% du patrimoine total. C'était 35% dans les années 70. Donc on se dirige de plus en plus vers une société d'héritiers. Et nous, on a cette idée que on a eu le débat enflammé sur la taxe Zuckman. Est-ce que revoir la fiscalité de l'héritage peut pas être un débat plus serein, faire un peu plus consensus, notamment auprès des plus libéraux? C'est un vœu pieux, ça, ou c'est où vous envoyez les prémices? Parce que c'est quand même un peu, j'ai l'impression que c'est un tabou dès qu'un politique vous racontez en tout début d'article comment la présidente de l'Assemblée nationale a glissé une petite phrase sur l'héritage et les conséquences que ça a eu. Les politiques sont très frileux à cause des sondages. Il y a en revanche un consensus, je dirais, d'économistes sur le fait qu'il faut revoir les choses.
Et dans le journal, vous verrez qu'on a aussi pas mal de millionnaires qui sont plutôt en faveur, plutôt des millionnaires entrepreneurs, qui ont pris des risques. Ils sont en faveur, parce que vous avez raison, d'un point de vue libéral, c'est plutôt le moment où ça a du sens de le faire, le moment des successions, à condition d'avoir une fiscalité tout au long de la vie qui ne soit pas confiscatoire. C'est-à-dire, ça ne peut pas être le double système où en plus on revient à la fin. Et juste sur l'évolution, parce que c'est aussi un facteur qu'on oublie, parce qu'il faut aussi se féliciter de ce qui nous arrive. Un des grands égalisateurs au cours des 2 derniers siècles, 19e et 20e siècle, ça a été les guerres. Pourquoi est-ce qu'on est sorti d'une société de rentiers? C'était les destructions et les hyperinflations liées aux guerres. Alors moi, je veux bien qu'on dise refaisons des guerres mondiales si ça nous permet de remettre l'égalité à zéro. Bon. Mais non, mais parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont aussi ces mécanismes. C'est pas ce qu'on a dit. Mais j'ai pas dit que c'est ce que vous, j'ai pas dit que c'était ce que vous disiez vous. Je dis juste que dans la représentation que nous faisons de l'idée de richesse et est-ce que c'est un bien ou un mal pour un pays, on oublie cette dimension-là. Moi, je préfère vivre dans un pays où il y a des riches et où il n'y a pas de destruction ni d'hyperinflation parce que les autres aussi. Vous dites c'est caricatural. Mais non, si vous regardez l'histoire du XXe siècle, économiquement, je ferai en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, Jean-Sébastien. Leïla Abdelli Yacoub, allez-y. Oui, bien sûr. Là, en tout cas... En fait, on a des moyens aujourd'hui de lutter contre les inégalités qui sont étudiés, vous l'évoquiez tout à l'heure par l'INSEE, qui montrent bien qu'en effet, la redistribution permet de les diminuer de manière importante. Pas suffisamment aujourd'hui, et c'est de plus en plus abîmé, mais on a des solutions tout à fait pacifistes qui permettent d'avoir une société plus égalitaire. Mais en effet, l'enjeu de l'héritage, il est important. On a sorti un rapport sur le sujet avec Oxfam l'année dernière, sur spécifiquement ce qu'on a appelé les super-héritages. L'enjeu de l'héritage fait peur parce que tout un chacun peut se sentir concerné, avoir peur de perdre le patrimoine accumulé par ses parents, etc. Mais là, on a un problème avec la fiscalité sur l'héritage aujourd'hui en France, et sur vraiment, là encore, une petite minorité de super-héritages. Le CAE avait montré, par exemple... C'est quoi le CAE ? Le Conseil d'analyse économique, qu'on évoquait tout à l'heure, excusez-moi, avait montré que les 0,1% qui héritent le plus, donc c'est déjà parmi ceux qui héritent, ce qui n'est pas la totalité de la population, touchent en moyenne 13 millions d'euros, sur lesquels ils sont beaucoup moins taxés que ce que prévoient en théorie les taux, c'est-à-dire à 10%. Donc vous avez, c'est 180 fois l'héritage médian. Donc vous avez une petite minorité qui arrive là encore à échapper massivement à cet impôt-là. Et ça, si on n'y fait rien, en effet, il y a des milliers, des dizaines de milliards qui sont à perdre dans les prochaines années, étant donné que la génération des baby-boomers a concentré 20% plus de patrimoine que les générations précédentes. Alors là aussi, il y a des réactions opposé. On retrouve un peu l'ambiance du plateau, c'est très bien. Redouane qui nous écrit de Paris. Je travaille toute ma vie pour mes enfants. J'ai créé une entreprise qui, grâce à mon travail, marche bien. Pourquoi on m'empêcherait de léguer un peu à mes enfants? Yasmine de Vannes qui, à l'inverse, dit pourquoi ne pas inclure les revenus des héritages dans l'impôt sur le revenu pour que les riches payent plus? Bon, ben voilà, on est dans deux visions très différentes. La question qui se pose, et ça rejoint ce que vous démontrez dans votre enquête du Nouvel Obs, c'est cette société d'héritiers qui est en train de petit à petit s'installer. En tout cas, c'est ce qu'affirme le sénateur socialiste Alexandre Ouizy, sénateur de l'Oise. On l'écoute. Nous sommes en train de basculer de plus en plus vers une société d'héritiers. Qu'appelle-t-on une société d'héritiers? C'est une société dans laquelle les positions sociales ne sont plus acquises par le travail. Une société dans laquelle l'héritage pèse tellement lourd que la mobilité sociale, le travail des individus n'existe plus ou n'a plus d'effet. Je vous donne un chiffre pour que vous vous en rendiez compte. En 1980, dans la part du patrimoine des gens, l'héritage représentait 30%. Aujourd'hui, il en représente 65%. Donc, votre naissance surdétermine la manière dont vous allez pouvoir mener votre vie. Nathalie Janson, est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour réviser, réformer la fiscalité de l'héritage ? Avec ces 9 000 milliards d'euros qui arrivent là. En fait, c'est un peu compliqué parce que si on regarde, effectivement, en France, l'héritage pèse beaucoup. Pareil, si on regarde les États-Unis, en fait, beaucoup moins. Donc, vous voyez, comme quoi, et pourtant, Dieu sait si là-bas, il y a quand même beaucoup d'ultra-riches, beaucoup plus que chez nous. Effectivement, on a une société plus bloquée et ce qui explique cette augmentation, en fait, sur la valeur héritée, c'est en fait l'immobilier. Donc, on a effectivement, en France, un problème sur l'immobilier. Voilà, qui est parce que c'est l'essentiel de ce qu'on va transmettre et c'est ça qui fait la différence. Donc, je pense qu'aussi à la base, il y a une réflexion à avoir sur le problème de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter d'avoir cet immobilier qui
effectivement devient quelque chose qui est difficilement accessible pour les gens qui n'ont pas les moyens. Et ceux qui l'ont et qui le gardent, eh bien, du coup, c'est ce qui permet en fait à accroître les richesses. On a un problème de ce côté-là, puisque ça n'est pas partagé par d'autres pays. Jean-Sébastien. Je voyais une étude américaine aujourd'hui qui disait que précisément en regardant sur les millennials et la génération X, le problème d'inégalité était vraiment lié à l'immobilier. Et donc là encore, c'est un mal auto-infligé parce que c'est très largement à cause d'une fiscalité inadaptée, de réglementation foncière inadaptée parce qu'on ne construit pas assez, tout simplement. On ne veut pas construire en hauteur, pas densifier, pas artificialiser les sols alors que les populations ne veulent plus vivre ni dans les mêmes genres d'habitation ni dans les mêmes lieux. C'est largement un mal auto-infligé. Et là encore, une partie des raisons pour lesquelles les gens peuvent moins s'endetter, c'est parce que les taux sont plus élevés, parce que nous avons beaucoup de dettes et que les taux immobiliers ils sont aussi corrélés aux taux que les prêteurs nous font payer sur la dette. Vous parliez des ultra-riches qui demandent à payer plus d'impôts. Il y a par exemple, l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est celui de Marlène Angelhorn, qui est héritière du fondateur du groupe allemand BASF. Elle avait hérité de près de 27 millions d'euros. Elle a décidé de reverser 92% de cette somme à des associations. Tiens, on va l'écouter. Elle était allée à Davos. Elle a créé un mouvement qui s'appelle Tax Me Now. Et puis alors, elle critiquait les ultra-riches, ultra-pollueurs. Écoutons-la. Les personnes les plus fortunées du monde peuvent venir ici en jet privé, rejeter d'énormes quantités de combustibles fossiles et de CO2 dans notre atmosphère, puis chuchoter leurs préférences politiques à l'oreille des hommes politiques de leur choix, pour savoir où ils voudront peut-être faire leur prochain investissement. Je pense simplement que nous avons besoin de responsabilité, de transparence et de démocratie. Il ne faut pas prendre cela au sérieux, mais en même temps, nous devons prendre au sérieux les dangers que cela pose, car nous avons vu ce qui se passe lorsque la richesse et la politique deviennent trop proches l'une de l'autre. Boris Malanty, vous avez rencontré, fait témoigner des millionnaires français qui demandent à être taxés plus largement, c'est ça? Oui, il y a ceux qui sont très mobilisés, qui étaient aussi en faveur de la taxe Zuckman et qui sont dans une démarche très progressiste à ce niveau-là. Et il y a ceux qui sont effectivement des entrepreneurs beaucoup plus libéraux qui voient effectivement les taxes sur les successions comme un bon moyen de rebattre les cartes et de refaire bouger un petit peu les lignes. En tout cas, tout le monde partage ce constat depuis les débats sur la taxe Zuckman, qu'au moment de l'héritage, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien et qu'il n'y a pas la redistribution nécessaire. Ouais. Avec aussi un mouvement aux États-Unis, les patriotiques millionnaires, c'est des riches américains qui demandent à payer plus de taxes. Ils militent pour une taxe mondiale sur les gros patrimoines. Finalement, Laïla Abdelkayakoub, ça ressemble un peu à la taxe Zuckman, quoi. Oui, bien sûr, il y en a partout dans le monde, des patriotiques millionnaires. C'est un mouvement qui est assez international. Oui, c'est pas seulement américain, d'accord. Oui, et en effet, il y a cette revendication qui était notamment, en effet, qui est liée à la taxe Zuckman, qui est aussi ce qui a été porté dans le cadre des négociations au G20. Là, il y a aussi des espoirs de pouvoir, au niveau de l'ONU, dans le cadre d'une convention fiscale, d'avoir une fiscalité au niveau mondial qui taxe mieux le patrimoine des ultra-riches. Donc, il y a tout un tas de personnes qui se mobilisent aujourd'hui dans la société civile, dans les personnes concernées, y compris chez les entrepreneurs. Donc, c'est très important de le prendre en compte et de ne pas rester sur des craintes parfois un peu fantasmées et qui nous permettent de faire des constats un peu catastrophiques et de finalement pas y apporter de solution alors qu'elles existent. Et pour compléter juste 10 secondes sur le regard qu'on peut porter sur les riches ou les ultra-riches, je peux vous dire que pour avoir fait beaucoup de levées de fonds, parce que Atlantico c'est aussi une entreprise et qu'il faut lever des fonds, ceux qui sont prêts à prendre des risques, ce sont les entrepreneurs. Justement, ce ne sont jamais les fonds d'investissement. Vous avez des salariés qui gèrent l'argent des autres. Et donc, quand on pense aux riches, pensons aussi à la part de dynamisme qu'ils apportent. Parce que oui, il y a des riches qui sont d'accord avec le fait éventuellement fiscaliser plus au moment de l'héritage ou de payer plus de fiscalité. Simplement, pas n'importe quelle fiscalité et pas pour n'importe quelle utilisation. Merci beaucoup à tous. C'était un débat passionnant, clivé. Chez nos téléspectateurs et téléspectatrices aussi, on l'a bien compris. Merci encore une fois de participer grâce à ce QR code. Le Nouvel Obs, c'est donc la une de cette semaine. C'est 9 000 milliards à transmettre par héritage dans les 15 prochaines années. Ça fait certainement rêver beaucoup de monde et quelques politiques aussi. Je vous dis à demain, 18h et 22h. Et aussi 6h du matin. Tiens, clin d'œil à celles et ceux qui regardent l'émission au réveil. Vous pouvez nous retrouver sur publicsena.fr, nous réécouter en podcast. Et puis, c'est le maire de Grenoble, tiens, Éric Piolle, qui sera l'invité d'Oriane Mancini dans notre matinale demain. Belle soirée. Salut.